Eiichiro Oda, Masami Kishimoto ou même Hirohiko Araki, ils ont tous les trois créé des mangas de légende qui auront su marquer autant l'industrie que des générations entières. Mais comme beaucoup d'autres, ces trois auteurs ne sont connus que pour une seule œuvre majeure, soit car ils n'arrivent pas à briller de nouveau, ou tout simplement car ce manga continue encore aujourd'hui. Cela dit, il est impossible d'écrire un manga aussi bon et diversifié que Jojo sans s'être entraîné et avoir créé d'autres mangas auparavant. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller fouiller dans le passé de Araki pour parler de ses anciens mangas en les analysant et en repérant les prémices de JoJo's Bizarre Adventure. Avant tout, je vais faire en sorte de ne pas trop spoiler le cœur des histoires dont je vais parler, mais vu qu'il y a quand même quelques one-shots dans le lot, ça va être un peu compliqué. Donc si vous voulez lire le tout en français, c'est disponible dans le coffret Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Bref, commençons tout de suite avec un premier manga qui n'existe pas. Oui, c'est très dommage, mais le tout premier one-shot que Araki a écrit à l'âge de 17 ans n'a jamais vraiment été publié. The Bottle a seulement été mentionné comme participant au prix Tezuka dans le Weekly Shonen Jump en 1978. Mais comme il n'a pas gagné, il n'a jamais été dévoilé au public. On a juste le droit à une illustration de ce qui semble être le personnage principal, qui me fait pas mal penser à All Horse. Laissons à penser que ce one-shot était un western. D'ailleurs, dans ses débuts, Araki aimait vraiment les westerns, comme le montre son deuxième one-shot, Poker Armé. Dans le recueil Gorgeous Irene, il nous dit que si ses premières œuvres étaient toutes des westerns, c'est parce qu'il était très fan de Clint Eastwood à cette époque. Ce manga est le premier publié par Araki en tant que mangaka en 1981 et a gagné le second prix du Tezuka Award. Il nous raconte l'histoire de deux hommes recherchés par les autorités pour un bon nombre de crimes. Ces deux personnages s'affrontent ici dans une partie épique de poker, avec des stratégies de bluff et pas mal de tensions qui n'est pas sans rappeler le combat entre Darby et Jotaro. Cela nous montre que l'attrait de Araki pour les combats psychologiques et tactiques ne date vraiment pas de Jojo. Je trouve même que ce combat de poker est meilleur que celui de Stardust Crusaders, surtout pour sa conclusion plus que surprenante qui, sans trop vous spoiler, comprend 3 rebondissements inattendus et un karma assez violent, qui en font un one-shot qui laisse une très bonne expérience finale. En plus de cette très bonne fin, on retrouve quelques mécaniques de narration assez intéressantes et qui rendent l'histoire d'autant plus agréable à suivre. On a notamment un narrateur externe qui nous raconte l'histoire de son point de vue en rajoutant des précisions sur l'action en cours, qui fait un peu penser à la manière dont Koichi s'introduit dans la partie 4. Ce one-shot comporte également quelques notes d'humour, qui aident à rendre le manga plus divertissant mais qui ne sont pas trop étouffantes, mais surtout qui ne dénotent pas trop avec le côté sérieux de l'histoire. On retrouve également ici pas mal de prémices de ce que fera Araki dans Jojo, comme les auras menaçantes qui nous montrent l'évolution du contrôle de la partie entre les deux joueurs, ou encore la capacité de Araki à rendre des trucs qui n'ont pas l'air ouf du tout très stylés. Ici, le mélange des cartes devient une réelle démonstration de force, comme dans Jojo Lion où un simple combat de scarabée devient un vrai affrontement psychologique. Et aussi, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve que l'esthétique de la couverture avec les personnages qui sont enfermés dans les cartes ressemble pas mal à celle du premier opening de Jojo, avec les personnages qui sortent presque des cases. En plus de ces rapprochements techniques avec l'œuvre la plus connue de Araki, Poker Armé compte pas mal de personnages qui semblent être des inspirations pour des personnages de Jojo. Par exemple, Mike Harper peut être rapproché de Speedwagon, qui en plus du design ressemblant est également un gangster. Ou aussi le narrateur, qui dans cette scène ressemble pas mal à Dario Brando, à la fois pour son physique que pour son état d'alcoolique. Enfin, malgré ses nombreuses qualités, ce one-shot reste quand même un simple coup d'essai pour Araki, avec tout de même quelques défauts, comme l'introduction des deux joueurs de poker qui est un peu trop artificielle et qui, je pense, aurait pu être fait via des éléments intradiégétiques. Donc, comme le disent les juges du prix Tezuka, ce manga est divertissant et a une bonne narration, mais n'est pas non plus transcendant. Maintenant, le prochain one-shot de Araki dont je vais vous parler est un peu spécial. En effet, Outlaw Men, deuxième one-shot de Araki en tant que mangaka, est sorti en 1982 dans le Shonen Jump, mais les planches originales ont été perdues avec le temps. Malgré ça, pour la sortie du coffret Bizarre Adventure d'Araki, on a réussi à numériser le manga directement à partir du magazine de l'époque. Donc, s'il ressemble à ça, c'est pas parce que Araki a subitement perdu son niveau en dessin, mais bien à cause d'un problème logistique. Enfin bref, Outlaw Men est encore un manga western. Oui, quand je vous disais qu'il aimait vraiment ça, c'était sérieux. Mais cette fois-ci, on s'éloigne du style de combat purement psychologique pour nous rapprocher d'une course-poursuite à cheval à la Steel Ball Run. Il nous raconte la fuite d'un gangster poursuivi par 3 Pickertons dans des États-Unis du 19e siècle. On suivra les combats entre ces 3 excellents détectives et ce très bon tireur, donnant des affrontements à la fois tactiques, psychologiques et physiques. Tout ça rapproche vraiment ce one-shot d'un combat type de Steel Ball Run, ce qui explique peut-être la qualité de cette partie. Car si Araki aime tant le genre western qu'il travaille depuis ses débuts, c'est assez logique qu'il le maîtrise très bien et qu'il ait donc pu en faire une excellente histoire. En plus du style de combat, le développement des personnages se rapproche aussi de celui de la partie 7. Alors on s'entend, en soi il n'a rien à voir. Le développement de Johnny, Jairo et Valentine est infiniment plus poussé que celui des
personnages de Outlaw Men. Et c'est logique, vu qu'on les voit littéralement 100 fois plus longtemps. Mais dans l'intention, les personnages se rapprochent quand même pas mal. On a déjà le protagoniste de ce one-shot qui est apparemment un criminel, mais qu'on apprécie quand même suivre pour son talent au combat et son sens de l'amitié, qui nous est subtilement montré ici quand il prend des risques et gaspille des balles pour permettre à sa monture de mourir sans trop de souffrance. Et ensuite, les trois antagonistes nous sont présentés en nous montrant la dynamique de leur groupe, leurs qualités ainsi que leur profession, et tout ça très brièvement. Ce qui permet de ne pas ralentir l'action tout en construisant de manière diffuse et efficace un lore et un contexte à cette course-poursuite, avec notamment le fait que le protagoniste soit blessé qui vient s'ajouter à son infériorité numérique et accentuer l'attachement qu'on peut avoir à son égard. Et ce développement de tous les personnages est fait grâce à un point de vue changeant qui est très habile pour assurer le dynamisme et la bonne compréhension de la scène. Ici, avec ces différents points de vue, Araki a mis de côté le mystère pour privilégier l'action et le combat. Et franchement, les combats de ce manga sont très bons. On a un bon dynamisme dans les mouvements et une action fluide et entraînante. Cela fait de Outlaw Men un très bon one-shot pour se divertir avec du combat dans un ton assez sérieux. Le seul problème serait encore une fois l'introduction du personnage et l'explication du début de la scène qui sont assez confus et qui font vraiment très artificiels avec un pavé de texte explicatif à la Hunter x Hunter. Mais comme pour Poker Army, on n'attend clairement pas ici une perfection totale, loin de là. Ce n'est que le deuxième manga publié de Araki et il est déjà très bon pour ce niveau d'expérience. D'ailleurs, pas vraiment de rapport avec JoJo, mais la couverture de ce one-shot me fait un peu penser à celle de Star Wars 5. Ne serait-ce pas un message implicite pour nous prévenir du thème de son prochain one-shot? Non, en vrai je pense pas, mais il fallait bien trouver une transition pour passer à Dis bonjour à Virginia, qui en plus d'être le one-shot de Araki avec le meilleur nom, sera son dernier. Il a été publié en 1982 dans le Shonen Jump, et pour lui, Araki sort du thème western pour faire une histoire de suspense dans l'espace. Un peu à la manière d'un Alien, ce manga nous présente un vaisseau spatial dans lequel l'équipage va devoir combattre une menace intérieure. Ainsi, comme dans ce film, les personnages sont bloqués dans un espace clos, forcés à régler leurs problèmes sous peine de mourir. On a donc 4 passagers dans ce vaisseau, le capitaine Matt Jackson, son second Hiroshi Takemoto, Clyde leur robot, et dans une certaine mesure, Bonnie qui semble être l'IA générale du vaisseau. La menace de Dis bonjour à Virginia, c'est justement Virginia, qui n'est pas le nom d'une personne, mais bien d'une bombe. Ainsi, notre équipage va devoir se débrouiller pour désamorcer cette bombe, et sera enclin à pas mal de frayeurs amenés par de nombreux rebondissements. La fin elle-même en est un, maintenant le suspense installé depuis la première planche jusqu'à la dernière. D'ailleurs, cette première planche est vraiment bien. Elle introduit d'emblée la bombe, qui sera le vecteur principal de cette histoire, avant même le premier personnage, et surtout, avant qu'on sache qu'il y avait une bombe à bord. Grâce à ça, et à bien d'autres éléments que je ne vous spoilerai pas, la relecture de ce manga est très plaisante, voire même plus que la première. Et je pense que c'est ça qui fait une bonne histoire de suspense. Mais au-delà de cet aspect, Araki a su corriger le défaut qu'on avait relevé pour ses one-shots précédents, en montrant ici une excellente introduction de personnages tout à fait intégrée à l'univers qu'il nous présente. En effet, vu que c'est un one-shot, pas besoin de nous donner tous les détails sur l'univers ou même sur les personnages. Araki va à l'essentiel, il nous donne les informations les plus importantes pour comprendre son histoire, mais c'est tout. Ainsi, avec ce one-shot qui me paraît carré, sans gros défauts et très bon dans son style, Araki a su montrer qu'il savait faire du manga, et qu'il pouvait entrer dans la cour des grands. Il est enfin prêt à être sérialisé. Sa série a d'abord été initiée par un chapitre pilote, ou si vous préférez, un one-shot créé pour présenter en gros le concept de la série. Ça se fait pas mal dans l'industrie pour tester si un concept a du potentiel, et même des monstres comme Naruto ou One Piece viennent de one-shot. Enfin bref, ce one-shot s'appelle BT le garçon diabolique, ou BT le garçon magique en fonction de la sensibilité de l'éditeur. Donc il nous raconte l'histoire de BT, un enfant qui, avec son meilleur ami Koichi, va vivre une aventure un peu spéciale pour un collégien. Cette aventure est initiée par l'arrestation d'une fille qu'il semble apprécier. BT va donc enquêter au sujet de cette affaire pour tenter d'innocenter sa camarade coûte que coûte. Ce pilote est franchement meilleur que tous les autres one-shots de Araki, ce qui explique sa sérialisation. Son introduction des personnages est très bonne, même meilleure que celle de Dis bonjour à Virginia, qui avait quand même besoin de petits éléments externes à l'univers, alors que là, tout est naturel et fluide. On nous présente à la fois BT et ses spécificités très rapidement et de manière totalement intrinsèque à l'univers. Mais au-delà de ça, à l'instar de Poker Army, ce pilote est présenté par un narrateur interne à l'histoire, mais qui nous parle dans un futur relatif à celle-ci. Ici, ce narrateur s'appelle Koichi, et il nous raconte, je cite, l'histoire la moins folle qu'il ait vécue avec son ami BT. Il va rajouter quelques précisions tout le long de l'histoire pour aider à mieux comprendre l'état psychologique des personnages, ce qui est franchement cool. Et ce personnage est évidemment une grosse inspiration du Koichi de Diamond is Unbreakable. Aussi, je pense que vous l'avez remarqué, mais le style graphique de ce manga est relativement différent des précédents. Il est plus cartoonesque et un peu plus enfantin avec des traits plus ronds. Mais en plus
plus d'alléger un peu le ton du récit, qui est quand même assez sombre, en parlant de meurtre, de corruption et d'agression, ce style permet également une plus grande liberté à Araki. Il peut dessiner des visages plus cartoonesques et des traits plus grossis pour accentuer les émotions, ou même faire des mises en scène absurdes qui paraissent bien plus plausibles ici. Et en plus de ça, Araki a ajouté des variations dans la mise en page, en changeant l'aspect des cases quand on passe sur des scènes d'interrogatoire ou quand on voit un flashback. Ces changements permettent une meilleure immersion et montrent que Araki a porté beaucoup de soin pour peaufiner ce pilote et obtenir sa sérialisation. Enfin, on retrouve dans ce pilote un concept assez sympa d'explication des tours de BT, qui amène à apprendre de vrais tours de magie et surtout qui permet de mettre à l'honneur le réalisme de ce manga. Mais là, on ne parle que du pilote, qui donnera lieu au vrai truc intéressant, la série Magical BT. Ce premier manga sérialisé de Araki a commencé sa publication en 1982 dans le Weekly Shonen Jump, et s'est arrêté 6 chapitres plus tard en 1983. Ce manga nous raconte les péripéties de BT et son meilleur ami Koichi, qui ont clairement une vie très remplie pour des collégiens. Parce que, sans trop vous spoiler, en gros, ils commanditent des assassinats, extorquent de l'argent, combattent des adultes au délire chelou ou volent des squelettes dans des musées. Oui, c'est pas commun. Globalement, la série reste assez semblable à son pilote, mais il y a quand même pas mal de trucs qui ont été rajoutés ou mieux développés. Déjà, les combats de ce manga sont vraiment très bons. Ils sont très dynamiques et bien chorégraphiés, et ça rend quand même l'histoire bien plus agréable à suivre que quand c'est purement psychologique comme dans le pilote. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des combats qu'on perd la dimension psychologique du manga. Au contraire, ceux-ci sont uniquement basés sur l'intellect et la capacité d'analyse de BT. D'ailleurs, Araki dit s'être pas mal inspiré de Sherlock Holmes pour le côté combat d'intellect, et c'est très réussi. En plus, les capacités qu'utilise BT vont totalement dans ce sens. Il n'utilise que des tours de magie et des techniques qui peuvent être utilisées en vrai pour vaincre ses ennemis, ce qui est appuyé par les séquences d'explication de tours qui permettent de vraiment mieux se projeter dans l'action et donc d'encore plus apprécier une deuxième lecture. Mais s'il a besoin d'utiliser des tours de passe-passe ou son intellect, c'est bien parce que ses ennemis sont plus forts que lui. Et si dans la plupart des œuvres, la puissance d'un ennemi est définie par ses pouvoirs ou par de la technique très poussée, ici, Araki exploite juste le fait que ses protagonistes soient des enfants pour leur opposer de simples adultes, qui paraissent pourtant à leurs yeux être de véritables épreuves. Avec ces confrontations à des adultes, les personnages vont également être confrontés à de réelles problématiques de la vie, qu'ils ont explorées et démystifiées ici en nous montrant qu'elles ne sont pas des fatalités. Ainsi, Araki explore le thème du harcèlement à l'école, de l'hypocrisie ou des enlèvements d'enfants qui sont surmontés par son personnage. Avec son manga, il nous montre qu'il est possible de combattre et de vaincre tous ces problèmes via la ruse ou la stratégie. Mais il explore également le thème plus joyeux de l'amitié. En effet, on suit tout le long de la série le duo d'amis BT et Koichi qui s'entraident dans leur conneries. Et on voit que BT ne se surpasse vraiment que quand Koichi est en danger. Mais au-delà de tout ce qui est intrinsèque à l'histoire, Araki affine également pas mal son style de dessin au fil des chapitres, pour passer d'un dessin encore assez hésitant dans le pilote à un style tout à fait cohérent et agréable dans les derniers chapitres. Et en plus, on a également de vraies bonnes idées de mise en scène, comme celle-ci que je trouve très cool, mais pour le coup, ça c'est pas nouveau, et il faisait déjà des planches du style dans Outlaw Men. Enfin, on a quelques personnages de ce manga qui ont fortement inspiré des personnages de JoJo, comme la grand-mère de BT qui rappelle clairement le design de Erina dans Battle Tendency, mais surtout BT, le personnage principal, n'est pas sans rappeler le jeune Dio, qui, en plus d'avoir un physique assez semblable, a un caractère relativement similaire. Mais Magical BT ne se rapproche pas de JoJo que par ses personnages. On a déjà les combats mi-tactiques, mi-physiques, avec une gestion en temps réel de ses capacités, qui est clairement la base de ce que seront les combats de JoJo. Mais aussi les prémices des mythiques JoJo Pose, avec cette case où BT fait clairement la pose légendaire de Jotaro. Enfin bref, ce manga est franchement très bien. Il est à la fois assez enfantin dans la forme que très sérieux dans le fond, avec une bonne technique qui, bien qu'elle soit loin du niveau de Steel Ball Run, est déjà assez aboutie. Le deuxième manga sérialisé de Araki est basé sur une idée tout à fait opposée à ce premier. Pour Bao le Visiteur, Araki s'est détaché des combats où son protagoniste réfléchissait pour vaincre des ennemis plus forts que lui, pour faire tout l'inverse, avec un protagoniste surpuissant que ses ennemis s'efforcent de tuer par la ruse et la technique. Ce manga a débuté sa publication en 1984 et durera 17 chapitres pour se conclure en 1985. Il sera ensuite publié en 2 tomes sous la forme de 9 longs chapitres et sera également la première œuvre de Araki adaptée en animé, avec un OAV d'une quarantaine de minutes du studio Pierrot réalisé en 1989, qui retrace en gros l'histoire du manga avec plus de la moitié des combats dont le meilleur sauté et un développement des personnages quasi retiré. Mais bon, si vous voulez le regarder en entier et en VF, je vous mets le lien en description. Donc, Bao le Visiteur, ou juste Bao en français, nous raconte l'histoire de Ikuro Ashizawa, un jeune homme de 17 ans, et Sumire, une fillette de 9 ans. Tous les deux ont été enlevés assez récemment par Dress, une organisation secrète qui a pour but de mener des expériences biologiques et psychiques afin de révolutionner et dominer le marché de la guerre et de la médecine. Ainsi, ils veulent étudier Sumire pour ses dons de prémonition, et ont enlevé Ikuro pour tester leur dernière création biologique sur lui. Mais bien qu'il soit très jeune, nos protagonistes réussiront à s'échapper
s'échapper du train dans lequel ils étaient transportés grâce aux capacités physiques hors du commun de Ikuro, qui peut se transformer en un monstre surpuissant, Bao. On suivra donc tout le long de ce manga la fuite compliquée de nos héros, leur combat face aux sbires de Dress, leurs relations et surtout l'évolution de Bao et de ses pouvoirs. Ce manga est essentiellement basé sur le combat. Araki a donc pas mal mis de côté le mystère pour se concentrer sur l'action et les émotions, alors que pourtant il y avait de quoi faire. La nature du pouvoir de Bao, les capacités extrasensorielles de certains personnages ou les boss de Dress, tous ces éléments attisent la curiosité et auraient pu être mis en avant et expliqués petit à petit pour jouer sur l'attention. Mais ils ont tous fini par être expliqués rapidement ou tout simplement laissés en suspens pour privilégier un scénario efficace qui raconte une histoire brève mais intense. Le côté très sombre de cette œuvre vient appuyer cette idée d'une histoire qui vise à toucher le lecteur. Le monde qu'on nous présente n'est pas sympathique, il est impitoyable, dur et injuste. Les armes et les combats suivent nos personnages partout où ils vont et finissent parfois par être fatals aux personnes qu'ils croisent. Cela s'accompagne en plus d'une torture psychologique délibérée de Dress, qui est vraiment prêt à tout pour arrêter l'arme humaine qu'ils ont laissé s'échapper. Malgré ce monde impitoyable, on trouve quand même pas mal de notions propres au shonen dans Bao le Visiteur. Déjà, au-delà de posséder de simples capacités, Bao a de vraies attaques qui sont caractérisées par un nom qu'il scande quand il les utilise. En plus de quoi, les valeurs de la persévérance et de l'amitié, qui sont les principales du genre shonen, sont quand même pas mal présentes ici, avec notamment la relation entre Ikuro et Sumire qui est assez touchante. Alors oui, elle n'est pas forcément ultra réaliste, déjà car c'est compliqué de développer une relation en seulement 9 chapitres, mais surtout car le but premier de celle-ci est de nous transmettre des émotions et de servir de vecteur au dernier acte. Et cela se ressent particulièrement dans l'épilogue qui est vraiment très cool et qui conclut cette histoire sur une idée d'espoir. En même temps que cette relation, on assiste également au développement de Bao et plus tardivement de Ikuro. Bao est une entité autonome qui n'agit que quand Ikuro est en danger et qui provoque une amnésie chez ce dernier. Il fait en sorte de rendre Ikuro bien plus résistant, plus puissant et de lui donner de nouvelles capacités. Mais tout cela au prix de prendre le contrôle de son corps. Sauf que, contrairement à un humain, Bao ne possède pas de sens, il ne peut pas voir ou entendre par exemple. La seule chose qu'il a pour se repérer, c'est son espèce de trou au milieu du front, qui fait office de mi-odorat, mi-touché. Et si cette spécificité était un handicap au début, on prendra plaisir à voir Bao comprendre et utiliser de mieux en mieux ses capacités sensorielles et physiques, lui permettant de se dépasser toujours un peu plus à chaque combat pour vaincre des ennemis toujours plus puissants. De son côté, Ikuro doit s'efforcer de comprendre ce qui lui est arrivé pendant que Bao était aux commandes, mais surtout, il doit réussir à contrôler Bao. Tout l'enjeu d'un des derniers actes est de savoir si oui ou non Ikuro réussira à utiliser les pouvoirs de Bao en pleine conscience. Mais surtout, le lecteur a envie qu'il réussisse, pas juste parce que c'est le héros, mais aussi parce que plus Ikuro a le contrôle, plus il peut se battre intelligemment, en combinant sa puissance démesurée avec de bonnes tactiques. Et si c'est aussi jouissif de le voir se battre à son plein potentiel avec les capacités de Bao, c'est essentiellement parce que Araki nous a expliqué son fonctionnement en détail. On a déjà des explications intradiégétiques, avec notamment cette scène de laboratoire où on nous explique les origines et la nature de Bao via un chien Bao ultra stylé. Mais on a aussi des rubriques d'explications externes qui me rappellent pas mal les pages de stats et d'explications de stand dans Vento Oreo. Ces rubriques nous expliquent en détail le fonctionnement biologique de Bao et de ses techniques, ce qui permet de rendre l'action bien plus lisible et compréhensible, mais aussi de nous impliquer dans l'action. Parce que vu qu'on connaît les techniques de Bao, on peut tout à fait imaginer de notre côté quelle attaque il pourrait utiliser à quel moment ou quelle stratégie on aurait mis en œuvre à sa place. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, cette mécanique de nous mettre à disposition toutes les capacités du personnage pour nous donner la liberté de spéculer de manière assez précise est vraiment celle que je préfère dans les mangas. Et c'est même celle-ci qui me permet de faire des vidéos sur Jojo. Enfin bref, au-delà de Bao, on va également rencontrer bon nombre de personnages qui ont une histoire liée à Dress, ce qui permet de bien développer le lore qui entoure cette organisation. Et ça appuie ce que je disais tout à l'heure, Araki ne s'encombre pas d'une tonne de lore parce qu'il n'a pas l'ambition de faire de Bao le Visiteur une longue série dans laquelle il pourra tout développer. Le peu de lore qu'il décide d'explorer est vraiment très détaillé et intéressant, donnant quand même une certaine crédibilité à ce monde. On peut également relever un assez bon développement des antagonistes qui ne sont pas juste des grosses brutes, bon en vrai si, mais pas mal d'entre eux ont quand même un mini développement qui peut passer par un passage directement sur son point de vue ou même par quelques simples phrases sur son passé qui sont très cool et donnent une meilleure profondeur au combat. Bao ne tue pas juste un lieutenant cyborg, il tue ce lieutenant qui est devenu un cyborg après avoir perdu son corps dans une explosion. Et tout ça amène à des combats vraiment très bons, très violents mais surtout dynamiques. Bao est un surhomme, Araki est donc contraint de nous le faire comprendre par des effets de vitesse et sur les impacts de coups, ce qui n'était pas nécessaire dans BT. Mais le mieux, c'est quand même la sensation de suivre un vrai monstre de puissance quasi invincible. Les ennemis de Bao nous sont décrits comme surpuissants mais ne lui arrivent même pas à la cheville. Ils sont forcés de faire des stratégies complexes et de se mettre à plusieurs pour ne serait-ce qu'espérer rivaliser avec lui. Ce rapport de force me fait vraiment penser à celui entre Star Platinum et ses ennemis dans Stardust Crusaders, qui, comme Bao, surclasse ses adversaires en termes de puissance et doit sans cesse
déjouer les pièges de ces derniers. Et ce n'est pas tout, l'évolution de la puissance des ennemis de Bao est également sensiblement similaire à celle dans la partie 3 de JoJo, avec au début des ennemis qui sous-estiment le protagoniste et qui viennent seuls, pour ensuite combattre des groupes organisés et enfin affronter un boss final qui a clairement le niveau de notre protagoniste. D'ailleurs, c'est assez connu, mais Bao a clairement inspiré Star Platinum, avec un design assez ressemblant, mais aussi les cris de Bao qui me font pas mal penser aux cris de Stand, et accessoirement le fait qu'il lance des cailloux exactement comme Star Platinum quand il combat Rat. Mais en vrai, je trouve franchement que Star Platinum n'est pas le personnage de JoJo qui se rapproche le plus de Bao. Personnellement, il me fait beaucoup plus penser à Cars et aux Hommes du Pilier. La scène de démonstration du chien Bao est très ressemblante à celle où on découvre Santana, et Bao elle prend extrêmement rapidement, tout comme celui-ci. Et pour Cars, là c'est vraiment flagrant. Son design avec ses longs cheveux, son concept même d'être invincible, c'est la sorte de lueur qu'il a sur son front qui rappelle la pierre d'Adja, et surtout sa capacité Reskini Hardened Saber Phenomenon qui est littéralement le mode lumière de Cars, avec en plus la même scène où ils arrêtent des balles avec. Mais il n'y a pas que Bao qui a inspiré des personnages de JoJo. Le maître de Martin me fait par exemple pas mal penser à The Hangman, et sa manière de se battre en contrôlant son singe est assez proche de celle d'un manieur de stand. Et on retrouve également dans ce manga des prémices de JoJo Pose ainsi que ses mouvements décomposés de Bao qui sont presque identiques à ceux des manieurs d'onde. Mais si Bao le visiteur a été une grosse inspiration pour JoJo, Araki semble également s'être inspiré d'autres œuvres pour le créer. Le concept et la dynamique entre Bao et Ikuro me font pas mal penser à Akira dans Devilman. Même si on ne nous montre pas vraiment le danger vis-à-vis de la prise de contrôle du corps d'Ikuro par Bao, on sous-entend tout de même qu'à un certain stade d'évolution, il deviendrait incontrôlable. Et ce concept de double personnalité ne date pas de Devilman, et est sûrement inspiré de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Enfin, pour accompagner ce ton sombre et sérieux, Araki a dû changer son style cartoonesque de BT pour un style plus réaliste et mature qui se rapproche enfin du dessin de Phantom Blood. Ce changement s'accompagne également d'un sérieux level up en dessin de Araki, qui a maintenant un trait vraiment agréable avec même des doubles pages sacrément stylées. Donc, pour résumer, Bao est clairement une œuvre fondatrice dans la carrière de Araki. C'est son premier manga à avoir eu un bon succès, étant traduit pour les États-Unis et même adapté en OAV. Et c'est réellement l'œuvre qui a sans doute le plus inspiré JoJo. Idée qui semble également être partagée par Araki, qui a fait quelques références à ce manga dans l'anime JoJo et qui a même intégré Bao comme personnage jouable dans All Star Battle. Enfin, le dernier manga de cette vidéo s'appelle Gorgeous Irene. Il a commencé en 1985 et a été pensé comme une série. Mais il s'est arrêté au bout de seulement 2 chapitres parce que Araki a estimé qu'il valait mieux mettre un terme à cette série qui ne lui aurait pas permis de se développer à son plein potentiel et qui n'était pas vraiment le style d'histoire qui l'intéressait le plus. Bref, ce manga nous raconte l'histoire de Irene, une fille qui a le pouvoir de changer sa personnalité et ses capacités grâce à du maquillage, et qu'on va suivre dans ses missions de tueur à gages. Ce qui fait vraiment la force de ce manga, c'est Irene, qui est vraiment un très bon personnage sur un bon nombre de points. Déjà, son introduction est vraiment bonne, on nous laisse d'abord la découvrir avec pour seul contexte une citation, pour ensuite attiser notre curiosité avec une description un peu brumeuse d'un personnage qui se fait extorquer ses informations, et enfin nous la décrire plus distinctement dans un flashback. Tout ce procédé est en plus appuyé par les pouvoirs de Irene, qui se prête tout à fait à l'infiltration et qui laisse sans cesse planer sa menace sur ses ennemis. En plus, Araki ne nous montre pas le point de vue de Irene avant qu'elle ne se soit dévoilée, ce qui renforce encore plus la surprise et surtout ce qui permet de ressentir nous-mêmes la pression que peuvent avoir ses adversaires. En parlant de pouvoir, les rares capacités qui nous sont présentées ici sont franchement assez originales et surtout très cool. Surtout celle de Irene qui n'a pas qu'un rôle en combat mais qui sert aussi son développement psychologique. Et comme tous les autres, ce manga a évidemment pas mal de caractéristiques qui inspireront JoJo. Déjà, l'impact de la mafia et de sa boss dans le premier chapitre me font pas mal penser à Diavolo et à La Passionnée, avec la dégradation de la ville ou la vente de drogue. Aussi, le personnage qui aide Irene dans le deuxième chapitre est sans doute une grosse inspiration de Jonathan, avec un physique vraiment semblable. Et un des vendeurs de drogue de ce chapitre ressemble également pas mal à Stroheim. Mais le personnage pour lequel c'est le plus flagrant, c'est Irene elle-même, qui a clairement influencé Jolene dans son design, comme l'indique le nom de son homologue post-Made in Heaven. On retrouve aussi la notion de pouvoir basé sur des images subliminales qui me font pas mal penser à la capacité Heavy Weather de Weather Report. Enfin, on trouve dans ce manga un style graphique qui se rapproche vraiment de celui de Phantom Blood, avec notamment des personnages tout aussi excentriques que dans JoJo. Finalement, ce manga est assez formateur pour Araki, déjà car je trouve que c'est à travers celui-ci qu'il a su le mieux développer un personnage avant JoJo, et surtout car il a constitué un échec pour Araki, qui a su se relever plus fort et créer par la suite un des mangas les plus importants de l'histoire. Voilà pour cette vidéo sur les anciens mangas de Araki. C'est la première fois que je ne parle pas de JoJo à proprement parler, donc j'espère que la vidéo rend bien quand même. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.